Bonjour, je m'appelle Malick Sy et je suis interprète de conférence depuis, comme on dit, belle lurette, en fait depuis 1971. D'abord sur le format que prend ce que je dois appeler cette interview. Il faut vraiment être interprète pour trouver un format aussi compliqué. Interviewer quelqu'un sans qu'il n'y ait personne pour lui poser des questions. Je vais quand même essayer de structurer mon intervention en me référant aux questions qui m'ont été soumises avant cette interview. D'abord, qu'est-ce qui m'a inspiré à devenir un interprète de conférence? J'insiste sur le terme interprète de conférence parce que souvent le terme interprète prête à confusion et je crois que nous gagnerions à définir véritablement ce que nous sommes, c'est-à-dire des interprètes de conférence. Je ne vais pas évidemment vous définir ici ce qu'est un interprète de conférence. Mais qu'est-ce qui m'a inspiré? C'était il y a déjà de cela quelques décennies. En 1966, j'étais en classe de terminale et le président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, a eu alors la brillante idée d'inviter le Festival mondial des arts nègres à Dakar. Et forcément, il leur fallait des guides. Alors, j'ai passé l'examen, j'ai passé les tests pour devenir guide, mais au dernier moment, ils ont réduit de moitié le salaire des guides. Nous avons organisé une grève, à la tête de laquelle j'étais. Évidemment, on nous a renvoyés sans autre forme de procès. Et c'est là qu'à quelque chose malheur est bon, parce qu'après avoir été renvoyé, j'avais tout le temps qu'il me fallait puisque les établissements scolaires étaient fermés. Et donc, je pouvais suivre les ateliers et conférences qui s'organisaient dans le cadre de ce festival. Et c'est là que j'ai vu, pour la première fois, des interprètes de conférences travailler. Évidemment, il s'agissait de collègues qui venaient tous de l'Europe. Et j'ai été fasciné lorsque je les ai vus travailler en simultané dans les cabines. Et c'est là que j'ai décidé de devenir interprète de conférence. Là, je vais prendre un raccourci parce que le chemin a été plutôt ardu et semé d'embûches, mais j'y suis parvenu 5 années après. Et 5 années après, j'ai eu, d'abord je dois dire, la chance inouïe d'avoir été formé à l'ESIT, à l'École supérieure d'interprétation et de conférence de la Sorbonne, par ceux qui sont véritablement les fondateurs et de la profession et de l'Association internationale des interprètes de conférences. Pour ceux qui connaissent l'interprétation de conférences, il s'agissait d'Annika Seleskovic, M. Thierry, Christophe Thierry, Gérard Hilg, M. Andronikov, Mme Lederer. Et je dois dire que c'est ces personnes qui sont mes maîtres et qui m'ont véritablement appris non seulement à interpréter, à aimer les métiers et à faire respecter le métier. Quand est-ce que je suis devenu membre de l'AIC? C'était en 1974. À l'époque, quand je suis devenu membre de l'AIC, la région Afrique n'existait pas encore. Mais vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, l'Association internationale des interprètes de conférences AIC est une association qui a été créée en 1953 à Genève et c'est une association à affiliation individuelle. En d'autres termes, l'AIC n'est pas une fédération de régions, mais c'est une association où chaque membre a le droit d'adhérer. Donc c'est ainsi que je suis devenu membre de l'AIC en 1974, avant la création de la région Afrique. Parce que le principe voulait à l'époque que pour créer une région, il faille réunir 15 membres. Et c'est petit à petit que nous sommes devenus 15 membres. La région Afrique a été finalement créée, et à l'époque, je crois que c'était en février 1979 à New York, et la première réunion statutaire de la région Afrique s'est tenue en décembre 1980. Les gens qui sont à l'origine de la création de la région Afrique, je crois que le premier à s'être investi dans cet effort pour faire naître la région Afrique, c'était notre regretté collègue Luis Moutou de l'île Maurice, qui malheureusement est décédé.
À côté de Louis Motu, il y avait Ellen Ward. Ils étaient tous les deux des fonctionnaires à l'IDEP. Il y avait aussi d'autres collègues de Dakar qui se sont investis dans la création de cette région. Et lorsque la réunion s'est tenue à Dakar, en décembre 1980, lorsque la région Afrique a été créée, c'est Louis Motu qui a été nommé membre du Conseil pour l'Afrique. M. Momar Khady Diagne a été nommé secrétaire général adjoint pour l'Afrique. Et M. Bruce, Ali Komlan Bruce, a été nommé trésorier général adjoint pour l'Afrique. Quelle était la situation de la profession en Afrique au moment où nous rejoignions la profession? À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'interprètes africains. La profession d'interprète de conférence aussi n'était pas bien connue. Et donc, il nous a incombé la tâche de faire connaître la profession, de faire accepter la profession, de faire surtout accepter les règles de la profession. Et je dois avouer que ce n'était pas facile. Mais grâce à notre sens de la cohésion, de l'unité, de la solidarité professionnelle, nous avons pu imposer la profession en Afrique. Mon expérience en tant que président de l'AIC. J'ai été élu président de l'AIC en 1994 lors de l'Assemblée de Genève. Avant ça, bien sûr, j'avais occupé diverses fonctions au niveau de l'AIC. J'avais été secrétaire général de la région Afrique, puis membre du conseil pendant 2 années. Et c'est en 1994 donc que j'ai été élu président de l'AIC. Ce mandat a été renouvelé en 1997 lors de l'Assemblée du Canada. Mais avant d'arriver à l'Assemblée du Canada en 1994, lorsque j'ai été élu président de l'AIC, et je dois dire que l'AIC était dans une situation pas très agréable à voir. Les contradictions étaient très fortes, les ressentiments étaient très durs, et nous avons connu, lors de l'Assemblée de 1994, le décès de notre trésorière pendant l'Assemblée elle-même. Ce qui n'est pas peu dire, c'est-à-dire c'est un signe qui ne trompe pas sur le malaise qui existait au niveau de l'AIC. Donc lorsque j'ai été élu en 1994, j'ai tout de suite eu l'intime conviction que mon plus grand succès serait de parvenir à apaiser les esprits au niveau de l'AIC. J'arriverai en l'an 2000 pour savoir si j'ai pu réussir un tel exploit. Mais toujours est-il que dès le début de mon mandat, j'ai rencontré des épreuves qui ont permis à l'association d'être encore plus forte et de pouvoir encore plus exprimer sa force. Nous avons eu le fameux procès de la FTC, la Federal Trade Commission, qui nous reprochait d'être un cartel et dont l'action aurait finalement contribué à démanteler l'association. Nous avons su faire face. Nous avons su faire face en renforçant la cohésion de l'association, en évitant des pièges, parce que vous savez, dans des situations difficiles d'une association, très souvent, ce sont les responsables qui sont pris comme boucs émissaires et qui sont tenus pour coupables de tous les problèmes que connaissent l'association. Je n'ai pas échappé à ce genre de clichés, mais tout de suite j'ai compris que beaucoup des manifestations d'hostilité, je peux le dire, beaucoup de ces manifestations d'hostilité n'étaient que la forme d'une résistance au changement. Certains de nos membres qui ne pouvaient pas comprendre les exigences de la FTC, menacés de quitter l'association, de créer des associations dissidentes, séparées, nationales et autres. Et heureusement, nous avons su garder le cap. Et si nous avons su garder le cap, je dois dire que je ne l'ai pas fait tout seul. J'ai eu à l'époque des gens qui étaient avec moi au bureau de l'association et qui ont été des gens absolument incroyables. Je pense que l'AIC a eu une chance
qu'il faut dire et qu'il faut reconnaître en ce moment-là. Toujours est-il que nous avons pu sauver nos conditions de travail de la FDC malgré toutes les difficultés. Et je considère que tout ce combat pendant le procès de la FDC constitue l'un des temps forts de l'histoire de l'association. Parce que si la FDC nous avait condamnés à travailler seul en cabine, à ne pas avoir de limite à la longueur des séances que l'on nous impose, etc., je pense que l'association aurait éclaté. Est-ce qu'il y a d'autres points forts pendant mon mandat? Il y en a. Nous avons eu beaucoup de points forts pendant les 2 mandats. Nous avons eu notamment à travailler sur la définition et la reconnaissance de la profession d'interprète de conférence. Nous avons eu à prendre des dispositions pour rendre laïque plus ouverte. Je me rappelle que c'est pendant ces mandats-là que nous avons commencé à écrire l'histoire de la profession, qui a fait l'objet récemment d'un livre qui est justement intitulé « Naissance d'une profession », « Birth of a Profession » en anglais. Nous avons aussi essayé d'adapter nos règles au monde qui nous entoure. Pendant longtemps, à mon avis, laïque a vécu comme dans une coquille. C'est-à-dire, elle se souciait peu du monde extérieur. Avec la mondialisation, nous avons dû, nous aussi, nous rendre à la réalité. Et il fallait, en tant qu'AIC, prendre des décisions qui n'étaient pas simples, des décisions qui souvent mettaient en cause la cohésion et je dirais même la survie de l'AIC. Et je suis heureux que nous ayons toujours été à la hauteur et que nous ayons pu prendre ces décisions, notamment en facilitant l'accès à l'AIC, en la rendant aussi plus démocratique, en la rendant plus universelle, en la rendant plus ouverte et plus à l'écoute de ses propres membres. Je crois que je vous avais promis de vous dire si je réussirais l'exploit d'apaiser l'AIC. Eh bien, en 2000, l'AIC a tenu à Dakar une assemblée générale qui est restée dans les mémoires et jusqu'à présent, le mot teranga résonne encore dans les réunions de l'AIC. La teranga, c'est un terme sénégalais qui veut dire le sens de l'hospitalité. Le sens de l'hospitalité qui n'est que l'expression de l'acceptation de l'altérité, c'est-à-dire l'acceptation de l'autre. Et cette Assemblée générale de Dakar a été un jalon et depuis lors, les réunions à l'AIC sont beaucoup plus apaisées. Mon expérience en matière de négociation. C'est vrai que j'ai eu à négocier 3 accords quinquennaux avec les Nations Unies. J'aurais dû dire 2 accords quinquennaux, puisque pour la 3e fois, nous avons eu un accord pérenne qui n'a pas besoin d'être renégocié tous les 5 ans, sauf si les parties expriment le désir de négocier certaines parties de cet accord. Mon secret pour les négociations, le premier accord que j'ai renégocié au nom de l'AIC, j'étais alors le président de l'AIC, c'était en 1997. C'était l'accord avec l'Union européenne. Et je me rappelle, c'était des négociations très très difficiles. Et à l'époque, la délégation de négociation de l'Union européenne m'avait demandé en tant que président de prendre moi-même la tête de la délégation de négociation avec l'Union européenne. Et une anecdote a marqué ces négociations parce que le chef du service commun d'interprétation de l'époque avait décidé que l'Union européenne devait, plutôt que de s'adresser uniquement à l'AIC pour négocier un accord, que l'Union européenne pourrait plutôt faire un appel d'offres au niveau des associations nationales européennes d'interprètes de conférences. Et c'est ce qui fut fait, et le premier jour des négociations, nous nous sommes retrouvés avec une vingtaine, ou une quinzaine, je crois, à l'époque, de représentants d'associations nationales européennes. Et l'anecdote, c'est que, en tant que chef de délégation de l'AIC, j'ai attiré l'attention
de la délégation de l'Union européenne sur les risques qu'il courait en s'aventurant dans un domaine qu'il ne maîtrisait pas. Et ce domaine qu'il ne maîtrisait pas, figurez-vous, c'était la polygamie. Et je leur ai expliqué que dans nos sociétés, nous pratiquons la polygamie, mais que la polygamie obéit à des règles très précises auxquelles aucun homme ne peut déroger. Et la première règle, la règle essentielle, c'est qu'un homme ne peut être polygame qu'avec l'accord de sa première épouse. Et donc, je leur ai expliqué qu'eux, ils se sont lancés dans cette polygamie sans notre accord, alors que nous pouvions prétendre être la première épouse, si ce n'est l'unique épouse. Les choses ont été très bien prises et finalement, nous avons pu avoir un accord. Mes secrets pour la négociation, je crois que je dois reconnaître que nous trouvons d'abord dans le secrétariat de l'AIC un outil absolument incroyable pour appuyer les délégations qui négocient. Et grâce au secrétariat, nous arrivions à réunir toutes les informations dont nous avions besoin au moment qu'il fallait pour pouvoir négocier en toute confiance. Je dois dire aussi que les membres de l'AIC eux-mêmes constituent une ressource impressionnante lorsqu'il s'agit de travailler bénévolement au nom de l'association. Donc, c'est avec ces membres que nous avons toujours négocié. Négocier, c'est finalement ce que j'appelle l'aptitude à trouver ce que nous appelons dans notre société le 18e cabri. Le 18e cabri, c'est une histoire que nous racontons souvent chez nous. Il s'agit de deux sages qui vivaient dans un village. Des sages qui étaient des intellectuels accomplis et qui s'amusaient à se jouer mutuellement des tours pour savoir qui serait le plus sage. Et l'un d'eux, sur son lit de mort, a demandé à ce que son héritage soit géré par l'autre sage. Mais il a défini lui-même les conditions dans lesquelles l'héritage doit être distribué. Et il a dit, voilà, je veux que l'on donne la moitié de mes cabris à mon fils aîné. Je veux que l'on donne un tiers de mes cabris au deuxième fils. Et je veux que l'on donne 1/9 de mes cabris au troisième fils. Alors, imaginez ce qui se passe. Le sage se retrouve, il a 17 cabris. Si vous divisez 17 cabris par 2, vous risquez de devoir couper un cabri en plusieurs morceaux. Si vous divisez 17 cabris par 3 pour avoir le tiers, vous ne vous en sortirez pas non plus. Et c'est encore plus compliqué d'avoir 2/9